En 2009, à Laval, une fonctionnaire québécoise mène une vie d'une simplicité apaisante. Chaque soir, quand la nuit tombe et que le parking du complexe Place Laval s'enfonce dans l'obscurité, Natacha Cournoyer compose le numéro de son compagnon. Sa voix au bout du fil la rassure le temps qu'elle atteigne sa voiture. C'est son rituel. Mais un soir d'octobre, pour une raison qu'elle ignore elle-même, elle ne le fait pas. Une décision infime en apparence, mais qui va tout faire basculer. Natacha travaille depuis 4 mois au service correctionnel du Canada. Son bureau est calme, ses collègues respectueux, sa vie ordonnée. Ce soir-là, elle reste plus tard pour terminer un dossier. Les néons du couloir s'éteignent, un à un. Elle est l'une des dernières dans le bâtiment. À 20 heures passées, elle ramasse ses affaires, range ses notes et sort enfin. L'air est froid. Le vent soulève les feuilles mortes et le parking, presque désert, s'étend devant elle. Le bruit de ses talons résonne dans la pénombre. Son téléphone reste dans son sac. Elle ne compose pas le numéro de Michel cette fois. Peut-être est-elle simplement fatiguée, impatiente de rentrer. Peut-être croit-elle ce soir-là que rien ne peut lui arriver. Mais quelqu'un, tapi dans l'ombre du parking, pense autrement. Un regard la suit. Une silhouette, immobile depuis des heures, observe chacun de ses gestes. Elle ne le voit pas. Elle avance, concentrée sur ses clés, sur la portière de sa Mazda 3. Une seconde d'inattention, puis le noir. Le lendemain matin, l'absence de Natacha glace le cœur de Louise. Sa fille devait venir la chercher à 9 heures pour choisir la pierre tombale de son père. Les minutes s'étirent. 10 heures, puis 11. Toujours rien. Michel, inquiet, appelle sans réponse. Le téléphone de Natacha sonne dans le vide. Ce silence, ce n'est pas elle. Michel monte à Piémont. L'appartement est vide. Sur le parking de Place Laval, sa voiture est encore là, seule, figée dans le matin. Une inquiétude sourde se transforme en certitude, quelque chose s'est passé. À 17h20, Michel compose le 911. L'opérateur entend la peur dans sa voix. Quelques minutes plus tard, des policiers arrivent. Ils découvrent la voiture, verrouillée, intacte en apparence. Des traces de frottement sur la portière, des égratignures à l'arrière. Au sol, une marque de talon dans le gravier. Ils ouvrent prudemment. Pas de corps, mais pas non plus de signe de départ volontaire. Natacha a disparu entre ces murs et le bitume, avalée par la nuit. Les agents comprennent qu'ils ne cherchent plus une employée en retard, mais une femme disparue. La police installe un poste de commandement. Des renforts fouillent les environs, inspectent les caméras. Sur les images, on la voit quitter le bâtiment à 20h09, disparaître près de sa voiture. Quelques minutes plus tôt, un monospace s'est égaré juste à côté. Ses phares se rallument au moment précis où elle s'efface dans l'ombre. Le conducteur reste invisible. L'enquête prend une tournure glaciale. Natacha n'est pas partie. Elle a été prise. Et quelque part, celui qui l'a fait regarde peut-être déjà les journaux. 3 jours plus tard, un témoin se manifeste. Sylvain, un promeneur de chiens, raconte qu'il a vu un homme étrange rôder près du sentier, observant une joggeuse avant de s'enfoncer dans les bois. Ce soir-là, il était déjà là. Ce prédateur attendait. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une rencontre. C'était une chasse. Les jours passent. Et l'angoisse s'installe. La disparition de Natacha Cournoyer fait la une des journaux locaux. Sa photo s'affiche sur les réseaux, dans les rues, aux nouvelles. Plus de 40 policiers sont mobilisés. Des bénévoles, des proches et même des collègues se joignent aux recherches. Des battues s'organisent. Un hélicoptère de la Sûreté du Québec survole la région. On fouille son véhicule, son domicile, son bureau,
Rien. Pas une trace. Pas même son téléphone. Natacha semble s'être volatilisée. Michel participe à toutes les recherches. Épuisé, le regard perdu. Certains soupçonnent le compagnon. Comme toujours dans ces histoires. Mais il reste là, coopère, répond à chaque question. L'amour et la panique se lisent dans ses yeux. Le 3 octobre, un maître chien explore les bois autour de Place Laval. L'animal renifle, tourne, s'arrête, sans résultat. Le silence règne. L'espoir s'effrite lentement dans le froid de l'automne. Les enquêteurs épluchent les vidéos de surveillance du parking. Sur les images, Natacha quitte son bureau à 20h09, puis disparaît dans une zone d'ombre à côté de sa voiture. Quelques secondes plus tard, les phares d'un monospace s'allument. Le véhicule s'éloigne calmement. Le conducteur n'est pas identifiable. Pourtant, tout concorde. Le 1er octobre, entre 20h et 21h, quelqu'un l'a enlevé. Le 3 octobre au soir, un témoin se présente. Il raconte avoir vu ce même soir un homme suivre une joggeuse dans le bois adjacent avant de s'enfoncer dans la pénombre. L'homme portait une capuche. Il l'observait depuis un moment. Cette description glace les enquêteurs. Ce n'est plus un simple enlèvement. C'est un prédateur qui a choisi son terrain, préparé son attaque. Un chasseur de l'ombre. Le 6 octobre 2009, à midi, une employée municipale de Montréal découvre un corps près d'une rampe de mise à l'eau à Pointe-aux-Trembles. Une silhouette inerte, pieds nus, face contre terre. La femme appelle immédiatement les secours. En quelques minutes, les policiers bouclent la zone. On ne touche à rien. Tout laisse penser que c'est Natacha. Ses vêtements, ses cheveux, sa morphologie. Le lendemain, la confirmation tombe, c'est bien elle. 5 jours après sa disparition, l'espoir s'éteint. Louise s'effondre. Michel reste muet, vidé. La région entière pleure une inconnue devenue symbole d'horreur. Dans la pelouse voisine, on retrouve des morceaux de ses cartes découpées et dispersées. Le ravisseur a voulu effacer son identité, comme si elle n'avait jamais existé. L'autopsie révèle l'ampleur du cauchemar. Natacha est morte d'asphyxie par strangulation. Avant cela, elle a été battue, ligotée, bâillonnée. Le médecin légiste décrit des fractures au nez, des blessures aux poignets et aux chevilles. Elle a subi des agressions sexuelles répétées et violentes. L'enfer a duré des heures. Mais son meurtrier a laissé derrière lui une trace cruciale, son ADN. Ce détail change tout. Les enquêteurs savent désormais qu'ils ont affaire à un prédateur sexuel, pas à un inconnu ordinaire. Et ce genre d'homme, souvent, a déjà frappé. Les analyses avancent rapidement. L'ADN est envoyé à la Banque nationale de données génétiques. Les policiers retiennent leur souffle. Si l'homme a déjà été condamné, son profil y sera enregistré. Le 5 novembre 2009, la réponse tombe. Une correspondance parfaite. Le meurtrier s'appelle Claude Larouche, 48 ans, menuisier, habitant de Montréal. Son ADN figure déjà dans le système pour une tentative d'enlèvement sur une fillette de 9 ans en 2005. Les enquêteurs tiennent enfin leur monstre. Ce soir-là, ils foncent chez lui. Le soir du 5 novembre 2009, les policiers frappent à la porte de Claude Larouche. Il vit à Montréal, dans le quartier d'Ahuntsic, avec sa conjointe et les 2 enfants de celle-ci. À 23h15, la lumière s'allume. Claude ouvre, surpris, en pyjama. Les agents l'arrêtent sur le champ. Dans les yeux de sa compagne, la sidération. Elle pensait partager sa vie avec un simple menuisier, un homme calme et travailleur. Elle découvre un prédateur sexuel, un meurtrier. Sa chute est brutale, irrémédiable. Claude ne résiste pas. Il garde un visage impassible, presque froid. Dans le silence du couloir, les voisins observent. Incrédules, la police tient enfin celui qu'elle cherche depuis plus d'1 mois. Celui qui a traqué Natacha dans l'ombre d'un parking. Celui qui a arraché sa vie à la nuit. L'histoire criminelle de Claude ne commence pas avec Natacha.
Elle remonte à 1991, à Jonquière. À 30 ans, il agresse sexuellement une jeune femme de 19 ans. Condamné à 1 an de prison, il ressort avec 3 ans de probation. Les années suivantes, les accusations s'enchaînent: agression, introduction par effraction, voie de fait. À chaque fois, il déménage avant que la police ne resserre l'étau. Chicoutimi, Trois-Rivières, Joliette, Québec, puis Montréal. Toujours la même méthode, la même fuite. Un prédateur qui chasse dans le silence et disparaît dans la foule. Chaque ville devient un terrain de chasse. Claude ne s'arrête jamais jusqu'au jour où il s'en prend à une fillette de 9 ans en 2003. Cette fois, la victime se défend. Elle crie, elle mord, elle s'enfuit. Il est arrêté, condamné en 2005. C'est à cette occasion que son ADN est enregistré. Ce même ADN qui, 4 ans plus tard, trahira son meurtre. Lors de son arrestation, Claude est interrogé pendant 6 heures par le sergent-détective Jean-François Paget et son collègue Stephen Abraham. Il nie tout. Il dit n'avoir jamais vu Natacha, prétend avoir appris l'affaire à la télévision. Mais les preuves s'accumulent. Dans sa Ford Windstar bleue, le luminol révèle des traces de sang. Sur le tapis, la couverture, le siège passager. Il a nettoyé, tenté d'effacer, mais pas assez. Les enquêteurs trouvent aussi une paire de cisailles. Et le sperme retrouvé sur le corps de Natacha correspond à son ADN. Confronté à l'évidence, Claude garde ce ton glacial yobais. Si je voulais tuer quelqu'un, j'irais à la chasse. Yo, une phrase qui glace le sang des policiers. Pour lui, les femmes ne sont pas des êtres humains. Ce sont des proies. Les experts confirment ce que la police soupçonnait: Claude est un psychopathe. Manipulateur sans remords, charme superficiel, mégalomane. En prison, il ment sur son passé. À sa compagne, il prétend avoir été incarcéré pour de simples délits mineurs. En réalité, il nourrit des fantasmes violents et consomme régulièrement de la cocaïne et du crack. Quand il est sous emprise, il devient imprévisible, dangereux. Le 1er octobre 2009, sous drogue, il rôde à Place Laval. Il attend, il observe, puis il frappe. Claude n'a jamais confessé, mais les preuves suffisent. Son ADN, les vidéos, le véhicule, tout concorde. En mai 2011, il comparaît devant la Cour supérieure du Québec pour meurtre au 1er degré. Dans le box, il reste impassible. La procureure Eliane Perrault le décrit comme un chasseur méthodique, obsédé par la domination. Pour la première fois, l'histoire de Natacha est racontée dans ses moindres détails: sa peur, son courage, son calvaire. La salle retient son souffle. L'horreur prend un visage humain, celui d'une femme ordinaire, prise au piège d'un monstre. Dans la salle d'audience de Montréal, le procès de Claude Larouche s'ouvre en mai 2011. 12 jurés, 8 hommes et 4 femmes, écoutent en silence tandis que la procureure Eliane Perrault déroule l'histoire. Elle décrit un prédateur calculateur qui a choisi Natacha au hasard d'un soir. Dans le box, Claude reste impassible, les yeux fixés au sol, sans la moindre émotion. Les proches de Natacha assistent, serrés sur les bancs. Louise, sa mère, retient ses larmes. Michel fixe le meurtrier, tremblant de colère. Le public découvre un homme ordinaire, banal, presque invisible. Et c'est bien ce qui terrifie le plus: l'absence totale de remords. La procureure raconte minute par minute le 1er octobre 2009. L'après-midi, Claude loue une chambre au motel Lido. Boulevard des Laurentides. Il s'y enferme, consomme 4,5 grammes de cocaïne, 10 cailloux de crack. Loin de se calmer, la drogue alimente ses pulsions. À 18h35, il gare sa Ford Windstar sur le parking de Place Laval, juste à côté de la Mazda 3 de Natacha. Il observe, attend. Chaque lumière qui s'éteint, chaque porte qui claque. Puis elle apparaît. Il l'aborde, la maîtrise, la force dans son véhicule. L'attaque est fulgurante, violente, préméditée. Il roule jusqu'au motel. Là, pendant des heures, il la torture,
la viole, la frappe. Puis, il l'étrangle. À minuit, Natacha cesse de respirer. Claude transporte ensuite le corps. Il conduit jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Dans la nuit, il découpe les cartes de Natacha en 28 morceaux avant de les jeter sur l'autoroute 19. Là-bas, près d'une rampe d'accès, il dépose le corps comme un objet. Il ne tente même pas de le cacher. La procure décrit cette scène avec calme. Mais la salle tremble. Chaque mot pèse. Les jurés voient la méthode, la froideur. Rien n'a été fait dans la panique. Tout a été pensé, planifié. Puis, contre toute attente, Claude décide de témoigner. Ses avocats, Richard Rouleau et Sonia Mastromateo, l'en avaient pourtant dissuadé, mais il insiste. À la barre, il parle d'une rencontre consentie. Il prétend que Natacha l'a suivi volontairement au motel, qu'elle lui aurait offert une relation intime, avant qu'une dispute n'éclate. Il dit qu'elle l'aurait frappé, qu'il s'est défendu. Une salle entière retient un souffle de dégoût. Son récit est truffé d'incohérences. Aucune trace de consentement, seulement la cruauté. Éliane Perrault ne laisse rien passer. Elle démonte chaque mot, chaque mensonge. Elle rappelle les marques de ligature, les blessures, l'ADN. Elle cite la phrase prononcée à son arrestation. Si je voulais tuer quelqu'un, j'irais à la chasse. Le silence tombe. Claude baisse les yeux. Sa défense s'effondre. Même les jurés détournent le regard, dégoûtés. La vérité est nue. Il a chassé, traqué, tué. Et maintenant, il ment encore. Le procès touche à sa fin. Après des jours de témoignages, de preuves, d'expertise, les jurés se retirent pour délibérer. Le silence dans la salle est lourd, presque sacré. Louise prie. Michel fixe la porte du jury room sans clignoteur. Dehors, la pluie tombe, lente, obstinée. Les heures passent. Puis soudain, la porte s'ouvre, les 12 jurés reprennent place. L'un d'eux se lève, une feuille tremblante entre les mains. Le verdict est clair. Coupable, meurtre au premier degré, avec préméditation. Claude ne réagit pas, il reste immobile, le regard vide. Autour de lui, les visages s'effondrent, d'autres pleurent, certains se soulagent. Justice. Enfin, le juge prononce la peine prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Claude reste impassible, presque absent. Pas un mot, pas un regret. Louise ferme les yeux, serre entre ses doigts la photo de sa fille. Michel soupire, les épaules lourdes. Pour eux, la douleur ne disparaît pas, mais au moins, elle a un nom, un visage, une condamnation. L'affaire Natacha Cournoyer devient un symbole, celui d'une société qui refuse de détourner le regard, qui réclame justice pour les victimes silencieuses. Mais le cauchemar n'est pas fini. En juin 2013, on découvre que Claude a récidivé avant même son arrestation. 10 jours après le meurtre de Natacha, il a tenté d'étrangler une autre femme, Dominique Martel, une escorte de... Il s'était fait passer pour un client, puis l'a agressée chez elle. Elle s'est battue, elle a crié, mordu, gratté, cassé ses lunettes. Grâce à son courage, elle a survécu. Sur les débris de verre, la police retrouve l'ADN de Claude. La preuve irréfutable d'une seconde attaque. Claude plaide coupable à cette tentative de meurtre. La justice comprend alors qu'il n'est pas seulement un assassin, mais un récidiviste dangereux, incapable de s'arrêter. La procure Rachel Pitre demande à ce qu'il soit déclaré délinquant dangereux, une mesure rare au Canada. Cette désignation permet de le maintenir emprisonné à durée indéterminée. Le juge accepte. Le 15 mai 2014, Claude Larouche est officiellement classé parmi les criminels les plus dangereux du pays.
Il passera probablement le reste de ses jours derrière les barreaux. Aujourd'hui, Claude Larouche est détenu dans un pénitencier du Nouveau-Brunswick. Il se montre calme, discipliné, sans incident signalé. Mais derrière ce masque tranquille se cache toujours le même monstre. Les autorités pensent qu'il a peut-être fait d'autres victimes. Dossier rouvert, enquête réexaminée. Des femmes oubliées, des crimes restés sans coupable. Natacha Cournoyer n'était pas la première. Peut-être pas la dernière. Mais grâce à elle, la justice a enfin fermé la porte à un chasseur de l'ombre. Après la condamnation, les enquêteurs de Montréal ne s'arrêtent pas là. Ils savent que Claude Larouche n'est pas devenu un meurtrier du jour au lendemain. Son profil, sa méthode, son passé en laissent peu de doute. Il rouvre plusieurs dossiers d'homicides non résolus. Parmi eux, celui de Sonia Frappier, une escorte de 30 ans retrouvée, morte à Laval en août 2009. Son corps portait les mêmes marques de violence que celui de Natacha. Même abandon, même mépris, même signature. La police soupçonne aussi d'autres crimes commis dans les années 90 à Jonquière, à Saguenay, à Montréal, des femmes disparues, des enquêtes oubliées. Toutes portent la trace d'un même monstre. Les similitudes frappent les enquêteurs. Sonia Frappier a été retrouvée nue, battue, abandonnée dans une zone industrielle isolée. L'affaire avait été close faute de suspect. Maintenant, tout concorde: la période, les blessures, la localisation. Claude connaissait ces quartiers. Il y passait souvent. Pour lui, ces lieux déserts étaient parfaits. Des terrains de chasse. L'affaire Natacha Cournoyer devient la clé de plusieurs mystères. Grâce à elle, d'autres victimes trouvent enfin une voie, même après la mort. Les journalistes s'emparent du dossier. La presse canadienne parle d'un échec collectif. Comment un homme avec autant de condamnations a-t-il pu vivre librement, sans surveillance? Les citoyens s'interrogent. La colère monte. Les débats s'enflamment sur les plateaux de télévision. Faut-il renforcer la surveillance des délinquants sexuels? Faut-il changer la loi? La société découvre, horrifiée, à quel point un système peut faillir quand il baisse la garde. Pendant ce temps, Louise Cournoyer tente de continuer à vivre. Elle garde la maison remplie de souvenirs, la voix de sa fille sur un vieux message vocal. Chaque jour, elle parle à sa photo, lui raconte les saisons, les nouvelles, la vie qui continue. Elle sait qu'elle ne verra plus Natacha, mais elle refuse de la laisser disparaître dans l'oubli. Pour elle, la mémoire est une forme de justice. Et la justice, une forme d'amour. À travers tout le Québec, l'affaire Natacha Cournoyer réveille les consciences. Les femmes parlent, partagent leurs peurs, leurs histoires. Des associations réclament plus de protection, plus d'écoute. Et même si la blessure reste ouverte, quelque chose change. Un silence se brise. La voix de Natacha, éteinte cette nuit d'octobre, continue de résonner dans chaque campagne de prévention, dans chaque loi renforcée, dans chaque femme qui ose marcher seule, sans baisser la tête. Les années passent, mais le souvenir de Natacha ne s'efface pas. Dans les bureaux du Service correctionnel du Canada, un portrait d'elle orne toujours un mur, accompagné de fleurs fraîches. Ses anciens collègues se rappellent sa douceur, sa rigueur, son rire discret. Pour eux, elle incarne bien plus qu'une victime. Elle représente la fragilité de chaque vie ordinaire face à la brutalité du hasard. L'affaire a marqué tout le Québec. Elle a changé la façon dont on protège, dont on écoute, dont on réagit. Natacha, sans le vouloir, a fait bouger les lignes. Michel, lui, vit plus retiré maintenant. Il a quitté Laval, changé d'emploi, mais il garde dans son portefeuille une photo d'elle, pliée, usée par le temps. Parfois, il retourne sur le parking de Place Laval. Le bitume a été refait, les lampadaires changés, mais pour lui, rien n'a bougé. C'est là qu'il l'a vu pour la dernière fois. Là que le monde s'est arrêté. Il parle peu. Mais dans son silence, on sent encore l'amour, intact, figé dans la nuit d'octobre. Louise continue de témoigner. Dans les écoles, les conférences, elle raconte l'histoire de sa fille,
Elle parle du danger, mais aussi du courage. Sa voix tremble parfois, mais son message est clair et yaougé. La peur ne doit jamais faire taire l'amour. Yo, les jeunes l'écoutent, bouleversés. Chaque mot devient une promesse. Chaque larme, un appel à la vigilance. De son drame, elle fait une lumière. Dans les rapports de police, le nom de Claude Larouche est désormais associé à des pages d'horreur. Mais dans les mémoires, c'est celui de Natacha qu'on retient. Une femme simple, aimante, généreuse. Une vie brisée, mais un héritage vivant. Le Canada se souvient d'elle à travers des documentaires, des articles, des hommages. Chaque fois qu'une loi est renforcée pour mieux protéger les femmes, c'est une part de Natacha qui continue de vivre. Un soir d'automne, Louise retourne à la tombe de sa fille. Le vent souffle doucement à travers les arbres du cimetière. Elle dépose une rose blanche sur la pierre gravée « Natacha Cournoyer, 1972-2009 ». Elle ferme les yeux, murmure un mot, un secret, qu'elle répète chaque année. Dans le silence, le monde semble s'arrêter. Puis, un rayon de lumière perce les nuages, éclaire doucement la pierre. La paix revient. Pas à la fin, mais la paix.